Comment définiriez-vous votre lien à la nature? Que vous dit-elle lorsque vous vous ensauvagez quelques heures ou alors voire même quelques jours loin de la civilisation? La nature, dans la compréhension d'une création où rien n'a été laissé au hasard, me parle de l'intelligence du vivant qu'elle révèle. Travailler la terre est un acte de louange qui m'enracine. Je ressens le besoin de cet ancrage avec la nature pour me sentir unie, vivante et alignée. La nature n'est pas un simple décor pour faire joli dans le tableau, mais que nous sommes, nous créatures, au sein de la création, unis dans une communauté de destin indéfectible et voulue. Je me demande souvent de quel Dieu nous nous faisons l'image, de comment nous révélons cette diversité humaine et écosystémique à travers nos vies. Étant donné que la nature est mon bureau et que c'est un lieu de travail fantastique, je ne vais pas vous emmener devant une bibliothèque. Je vous invite à me suivre sur mon lieu de travail, qui est mon jardin. Alors, allons-y pour la visite. Ainsi, le grand défi qui se pose à nous est de comment habiter en commun, hommes et femmes, humains et non humains, l'espace fini mis à disposition, sans qu'une espèce ou un genre opprime les autres et déclare que tout ce qui ne lui ressemble pas est inférieur et de moindre valeur. Il y a une rupture à vivre dans nos imaginaires et à incarner dans notre rapport à l'altérité. Ce destin commun à faire perdurer, c'est le grand défi du siècle posé à l'humanité. Pour cela, il s'avère crucial de comprendre comment l'anthropocentrisme, centré sur l'humain, n'a pas su cultiver et prendre soin de l'altérité. S'impose dans le même élan de retrouver une position théocentrée qui part de l'amour de Dieu pour toute chose comme principe d'unification entre les êtres vivants. Comme l'exprime l'écoféministe et physicienne Vandana Shiva, la vision posée sur la nature comme étant inerte, passive, exploitable à merci et la manière de considérer le féminin comme le sexe faible procèdent du même regard. Dès lors, on s'aperçoit que c'est la même société, construite et hiérarchisée par les hommes, qui autorise une culture dans laquelle les femmes peuvent être privées de droits et d'éducation, agressées, mariées de force, maintenues dans des rôles subalternes, n'importe où dans le monde, dans la rue ou à la maison. Il y a un parallèle indéniable entre l'oppression de la femme et celle de la nature. Lorsque les femmes sont réduites à des rôles de reproductrices ou de pourvoyeuses de services et de plaisirs, elles sont identifiées à comment la nature, elle aussi, a été détournée de sa vocation ultime pour être utilisée et exploitée. La société patriarcale s'est construite sur des valeurs qui mettent en avant des caractéristiques où, globalement, les capacités masculines peuvent exceller et se déployer. Cette dominance structurelle qui assoit la primauté des principes masculins en valeur absolue par rapport à tout ce qui ne lui ressemble pas, a évacué la possibilité d'une autre manière d'être au monde et de pouvoir le représenter. Ce qui était perçu comme féminin a ainsi été dévalorisé. L'éducation des enfants, les soins aux aînés, le bénévolat, le soin à la terre, tout ce qui se déploie et prend soin de la vie dans un temps long a été financièrement rabaissé parce que ces domaines ont été définis comme féminins et de moindre valeur. Cette culture de la domination envers ce qui a été considéré comme faible s'est initiée sans trop d'entrave depuis ces 500 dernières années pour asseoir un projet de civilisation qui a peu intégré les aspirations des femmes. Leur place dans les livres d'histoire est assez révélatrice d'une société qui s'est faite sans elles,
ou parfois avec, mais sans le mentionner. Ainsi, le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme, comme le cite la célèbre écrivaine Virginia Woolf. Dans le même élan, la connaissance acquise par les femmes, les paysans et les peuples autochtones pour protéger, conserver, régénérer la terre et la nature a été soit éradiquée, dévalorisée ou supplantée par la connaissance et la religion des pays dits développés. Ainsi, comme le souligne l'éco-théologien et sociologue Michel-Maxime Heger, à partir du XVe siècle, l'Occident a été le tremplin d'une manière de voir et de penser qui a élevé la pensée rationnelle et la supériorité de l'homme pour l'asseoir dans son anthropocentrisme. Autant d'éléments qui ont érigé l'être humain en maître et possesseur de la nature, pour reprendre Descartes. Dans ce même élan, Dieu a peu à peu été évacué de sa création. L'homme dissocié de la nature et de son rôle de gardien, de gardienne éclairée, pour prendre soin et cultiver le jardin dans une posture d'humilité. Terme qui, au passage, partage la même racine étymologique qu'humus et humanité. On peut se questionner quant au fait que cette vision matérialiste de la nature ait trouvé un ancrage propice davantage dans nos pays christianisés que dans d'autres cultures. N'y aurait-il pas là la nécessité d'une autocritique sincère quant à la manière dont le christianisme n'a pas su défendre le mystère d'une création habitée par son créateur? En parallèle à cette ambivalence du christianisme envers la création, les dualismes, au fil des siècles, ont favorisé cette vision clivante. Ainsi, ce qui était relié a été séparé, le masculin et le féminin, l'humain et la nature, le visible et l'invisible, l'intellectuel et le manuel, le rationnel et l'émotionnel, le travail qui prend soin, le care, de celui qui est rémunéré, etc. Les femmes donnent la vie et la protègent. Par cette préoccupation de subsistance liée à leur identité, les femmes se sentent concernées par ce qui préserve les conditions de la vie, telles que la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité, la santé, les soins à la terre et aux autres au sens large, et sans pour autant être limitées à ces domaines. Il n'est pas inutile de rappeler qu'au niveau mondial, une femme sur 3 travaille dans l'agriculture. Cependant, moins de 1 sur 10 est propriétaire terrienne, et la moitié d'entre elles vivant en milieu rural est analphabète. Elles n'ont pas le même accès aux ressources telles que les technologies agricoles, le financement, les terres accessibles que les hommes. Cette mise en touche des femmes et plus globalement cette exclusion du féminin dans la gouvernance de nos sociétés n'aura pas permis l'éclosion d'une force de rééquilibrage face à l'emprise du patriarcat. Ainsi, par exemple, les femmes restent en grande majorité exclues des prises de décision en lien avec la gestion de la biodiversité, alors qu'en beaucoup d'endroits, elles en sont les gardiennes. On le voit, ce système a à la fois cantonné le rôle des femmes à des tâches secondaires et invisibilisé leur potentiel tout en bénéficiant d'elles pour entretenir ce système productiviste. Cette inclusion du féminin aurait peut-être aidé à la considération de cette vérité, dérangeante et contraignante, que notre civilisation ne peut pas se développer à l'infini au détriment de la nature. L'alliance scellée en Genèse 9, versets 9 à 12, qui inclut les humains, mais aussi toutes les créatures vivantes, ne dit pas autre chose. Fort de ce constat, l'écoféminisme invite à intégrer d'autres manières d'appréhender la nature et l'économie et à laisser une voix aux femmes pour l'exprimer. Il permet de comprendre comment certaines injustices subies sont plus liées qu'on ne le croit. Si l'on devait n'exprimer qu'un seul mot qui définit la raison d'être des écoféministes, ce serait le mot « reclaim », mot difficilement traduisible dans notre langue et dont la signification couvre, comme le mentionne la philosophe Emily H.,
à la fois la notion de se réapproprier quelque chose d'endommagé, de dévaloriser et le réhabiliter. Reclaim, c'est aussi mettre en lumière cette assignation socioculturelle des rôles et des fonctions attribuées selon son genre et qui a bien souvent réduit à néant les désirs et potentiels de nombreuses femmes. À mes yeux, c'est aussi réclamer, recouvrir, reconquérir un espace, une fonction, une légitimité à travers la notion de réparation et de revalorisation auxquelles les femmes et la nature aspirent. Comme l'exprime Vandana Shiva, c'est tout le paradoxe et l'ironie de la situation. Les hommes dominent, mais sont en réalité prisonniers des stéréotypes de la virilité. Dans ce processus, les hommes ont été privés de leur part de féminité et des potentiels, des capacités que cela implique. Ce qui pose problème, en fait, ce n'est pas la nature ou le féminin en soi, mais l'infériorité qui leur sont attribuées par une vision réductrice et dualiste qui s'oppose à l'homme. Alors, de quel Dieu, hommes et femmes, nous faisons-nous vraiment l'image ? La parole nous encourage à faire mûrir et porter le fruit de notre identité. Elle nous invite aussi à choisir la vie et dénoncer ce qui pourrait l'entraver. Oserons-nous dans cet élan retrouver une vision pleine et large, éclairée et non appauvrie, des potentialités distinctes d'un féminin réhabilité, d'un masculin revisité, dans une perspective de réconciliation entre les créatures, le créateur et la création? La restauration incarnée par le Christ est globale et se déploie à toutes les relations, à soi, à Dieu, aux autres et à la création. Elle commence dans le terreau incarné de nos vies et à travers l'espérance active qui nous anime et nous met en mouvement.